Une femme fausse et hypocrite. Voilà l'image qu'a longtemps eue Anne Hathaway aux yeux du public. Et encore jusqu'à récemment, l'hostilité contre elle n'a cessé de croître, ne se limitant pas à quelques internautes. En 2025, alors que des paparazzis entrés illégalement sur le tournage d'un de ses films sèment le trouble, elle intervient elle-même pour calmer la situation. Le responsable du tournage s'agace, mais Anne Hathaway garde son calme et tente de raisonner les paparazzis. Même les membres de l'équipe derrière elle semblent surpris par son attitude posée. Mais les commentaires sur la vidéo racontent une toute autre histoire. Des critiques sur son physique, des accusations de chirurgie esthétique et des messages moqueurs disant ne pas comprendre la popularité d'une femme aussi banale. Certains commentaires vont jusqu'à dire qu'elle ne serait devenue belle que grâce à la chirurgie. D'autres critiquent sa personnalité, l'accusant de jouer les gentilles, mais de n'être en réalité qu'une hypocrite. Cette haine contre Anne Hathaway n'est pas apparue du jour au lendemain, elle s'est accumulée avec le temps et à travers les nombreuses épreuves que la star a traversées durant sa carrière. Le film à succès de Disney, Princesse malgré elle, n'avait absolument pas prévu de choisir Anne Hathaway pour le rôle principal. Des jeunes actrices déjà populaires comme Scarlett Johansson, Kirsten Dunst ou Amanda Bynes ont passé les auditions. Et parmi elles, c'est surtout Liv Tyler qui a séduit le réalisateur. À l'époque, Anne devait partir en Nouvelle-Zélande pour le tournage du film indépendant de l'autre côté du paradis. Mais comme son avion faisait escale à Los Angeles, elle séjournait temporairement dans un hôtel quand elle apprend que Disney organise des auditions. Comme elle n'a pas assez de temps pour se préparer, elle entre dans la salle d'audition, au naturel. Elle est tellement stressée qu'elle tombe même de sa chaise pendant l'audition. Mais étonnamment, le réalisateur Gary Marshall voit dans cette jeune fille, maladroite et nerveuse, un reflet de Mia, l'héroïne du film. Cela n'empêche pas le réalisateur d'hésiter jusqu'au bout, se demandant s'il ne vaudrait pas mieux choisir une actrice déjà connue. Celles qui finissent par le convaincre, ce sont ses petites filles. Elle voit une photo d'Anne et s'exclame « Elle a vraiment des cheveux de princesse ?» et le supplie de la choisir. Gary Marshall décide de faire confiance au regard des enfants, qui sont le public du film, et choisit Anne Hathaway. Mais il lui impose une condition. Comme le personnage principal est censé avoir un peu plus de rondeur, elle doit prendre du poids. Anne s'investit beaucoup, et intègre même au film des éléments de sa vie personnelle. Par exemple, la photo de son père décédé placée près de la boîte à musique est celle de son vrai père, Gerald. Fat Louis, qui apparaît dans le film, est aussi son chat dans la vraie vie. La scène où les cheveux de Mia sont si emmêlés que la brosse se casse, et celle où elle utilise des bandes pour enlever les pointes noires sur son nez, sont aussi des idées de l'actrice. De son côté, Gary Marshall cache dans le film une scène hommage à son œuvre culte Pretty Woman. It happens all the time. I'm sorry. It happens all the time. Il va jusqu'à choisir le même acteur pour jouer le serveur. Sorti le 29 juillet 2001, le film se classe dès sa première semaine à la 3e place du box-office, derrière Rush Hour 2 et La planète des singes, montrant immédiatement son potentiel commercial. Au final, avec un budget de 26 millions de dollars, le film en rapporte environ 165,3 millions, soit plus de 5 fois son investissement. Depuis ce jour, Anne célèbre chaque année la date de sortie du film. Ce jour-là, mon rêve est devenu réalité. C'est le jour où mon conte de fées a commencé. Mais la joie d'Anne ne dure pas. Elle a tellement bien incarné son rôle qu'elle se retrouve avec l'étiquette de princesse Disney. Pour se débarrasser de cette image, elle va devoir mener un combat acharné. Pendant près de 3 ans, les rôles qu'on lui propose sont presque tous des rôles de princesse. À chaque interview, on lui pose toujours la même question. Et si vous étiez une princesse, qu'auriez-vous fait ? Pour changer son image, elle décide de jouer dans Nicholas Nickleby, où elle incarne une jeune femme élégante, mais le film flop. En parallèle, elle est choisie pour Ella au pays enchanté et reprend une nouvelle fois un rôle de princesse. Dans ce film, elle danse et chante, mais l'histoire est jugée ennuyeuse, et le film ne parvient pas à atteindre son seuil de rentabilité. Au moins, grâce à ce tournage, une idylle naît entre Anne et Hugh Dancy, son partenaire à l'écran. Si Anne peut paraître très sûre d'elle, en amour, elle ne se pose pas 1000 questions et tombe facilement amoureuse. Une fois qu'elle ouvre son cœur, elle se rapproche très vite de l'autre et fait tomber ses barrières sans difficulté. Elle aurait pu vouloir garder sa vie privée secrète, mais quand elle tombe amoureuse, Anne se dévoile à 100%. Elle comprendra bientôt à quel point il est dangereux de faire confiance à un homme qu'elle ne connaît pas bien. Même après plusieurs échecs au box-office, grâce à sa beauté naturelle et à son talent d'actrice, Anne décroche 2 nouveaux rôles. Le premier, celui de Christine Daae dans Le fantôme de l'opéra, doit lui permettre de montrer l'étendue de ses émotions. Le second, c'est le rôle principal dans la suite de Princesse malgré elle. Disney tient absolument à produire cette suite. Quand elle reçoit cette proposition, Anne hésite longuement. Passionnée de cinéma, elle sait que les suites sont souvent faites dans le seul but de gagner plus d'argent en profitant de l'amour des fans pour le premier film. Mais comme Princesse malgré elle 2 garde le même réalisateur et lui promet de conserver la princesse que les fans adorent, Anne priorise Princesse malgré elle 2. Le rôle féminin dans Le fantôme de l'opéra revient quant à lui à Amy Rossum. Princesse malgré elle 2 s'ouvre bien sûr avec la scène signature du réalisateur Gary Marshall. It happens all the time. Le film connaît un succès commercial malgré les critiques négatives. Anne n'est plus une adolescente et elle comprend qu'elle ne peut pas jouer une princesse éternellement. Il lui faut un changement d'image urgent. C'est une étape que traversent la plupart des enfants stars devenus adultes. Pour se débarrasser de leur image d'enfant, ils font chacun des choix différents. Le moyen le plus efficace reste souvent d'adopter une image plus mature et provocante pour montrer qu'on a grandi. C'est aussi le choix que fait Anne. Alors qu'elle est sur le tournage de Princesse malgré elle 2, les auditions pour Le secret de Brokeback Mountain se tiennent.
Ce film est essentiel pour transformer son image, car ce long métrage sur l'homosexualité est très audacieux pour l'époque. Il raconte l'histoire d'un cow-boy marié qui entretient une relation avec un homme dans le dos de sa femme. Le film demande aussi à l'héroïne des scènes de nudité très osées. Le problème, c'est qu'Anne est en plein tournage et n'a pas le temps d'aller passer l'audition. Après une longue hésitation, pendant la pause déjeuner, elle se présente à l'audition en robe de princesse. Elle explique la situation au réalisateur Ang Lee et lui demande d'ignorer sa tenue pour ne juger que son jeu. Ang Lee n'a jamais vu ces films de princesse et reste bouche bée devant cette apparence inattendue. Mais le regard et l'énergie d'Anne le convainquent finalement de la choisir. Grâce à ce film, Anne prouve son talent d'actrice. Elle continue dans Jeu de gang, où elle joue une ado de la haute société de Los Angeles qui sombre dans la drogue et la prostitution et relève une nouvelle fois un défi très osé. À partir de ce film, Anne s'impose peu à peu comme une vraie actrice. Mais très vite, un homme freine son élan. Il s'appelle Raffaello Folieri et c'est un jeune homme d'affaires qui va vite attirer l'attention du monde entier. À 21 ans, Anne fait la connaissance de Raffaello grâce à une amie. Il se présente comme un promoteur immobilier italien. Il affirme recevoir des investissements de l'ancien président américain Bill Clinton et du milliardaire Ronald Burkle, et dit même vouloir racheter des biens appartenant au Vatican. Dès qu'il commence à fréquenter Anne, il organise des rendez-vous d'un luxe extravagant. À chaque voyage, il réserve la plus belle suite du Ritz-Carlton, et il affrète un jet privé juste pour se rendre aux soirées. Folle amoureuse, Anne ne cache pas son petit ami aux médias. Elle raconte être tombée amoureuse au premier regard et déclare même qu'elle l'avait trouvé tellement beau qu'il ressemblait à un dieu pour elle. Ce qui la séduit surtout, c'est sa générosité. Raffaello est connu pour faire de nombreux dons, et Anne dit que cette facette de lui est le meilleur des aphrodisiaques. Elle ajoute « Si vous voulez plaire aux femmes, vaccinez des enfants et construisez des maisons pour les sans-abri ». Pour autant, leur relation est loin d'être parfaite. Raffaello a un caractère très têtu et Anne est plutôt émotive. Ils se disputent souvent et rompent puis se remettent ensemble à plusieurs reprises. Mais dès qu'ils se retrouvent, ils s'appellent par de tendres surnoms et affichent de nouveau leur amour en public. Leur relation dure 4 ans. Anne s'apprête à atteindre le sommet de sa carrière. Elle décroche le premier rôle dans Le diable s'habille en Prada. Miranda, about last night. The new Harry Potter book for the twins. Okay, I'll go down to Barnes & Noble right now. Twins want to know what happens next. Aujourd'hui, ce choix paraît évident, mais à l'époque des auditions, Anne a encore l'image de princesse qui lui colle à la peau et le studio hésite à la choisir. Les producteurs préféraient Rachel McAdams. Grâce à Lolita malgré moi et N'oublie jamais, elle a déjà prouvé son talent et son immense popularité. Scarlett Johansson, Natalie Portman et Kirsten Dunst sont aussi envisagées, et Anne n'est que leur 9e choix. Déterminée à décrocher le rôle, Anne se rend elle-même auprès d'un dirigeant du studio Fox pour expliquer pourquoi ils doivent la choisir. Elle analyse le scénario, prépare sa vision du personnage d'Andy et présente son travail au dirigeant pour montrer sa motivation. Malgré tout, le studio hésite jusqu'au dernier moment. Celle qui finit par la sauver, c'est la grande Meryl Streep. Elle a vu Le secret de Brokeback Mountain et a été impressionnée par le jeu d'Anne. Elle appelle elle-même la production pour la recommander. Le premier jour du tournage, Anne est paralysée par le trac. Meryl Streep vient la voir et lui dit « Anne, tu es parfaite pour ce rôle. Je suis vraiment heureuse de travailler avec toi. » Avant de marquer une courte pause et d'ajouter « Mais ce sera la dernière chose gentille que je te dirai. » Pour incarner une supérieure froide et impitoyable, Meryl Streep garde volontairement ses distances avec Anne. D'ailleurs, cette méthode lui pèse tellement qu'à partir de son film suivant, elle abandonne cette technique d'interprétation et reste proche des autres acteurs, même lorsqu'elle joue un rôle de méchante. Anne, quant à elle, a une approche toute différente sur le tournage et devient très amie avec Emily Blunt, celle qui joue sa rivale. C'est d'ailleurs Anne qui fait le premier pas. Emily est presque inconnue et ne tient qu'un rôle secondaire. Anne l'aborde et lui propose d'aller prendre un café ensemble. Elles deviennent très proches et sont amies depuis maintenant plus de 20 ans. Grâce au succès du film Le diable s'habille en Prada, Anne reçoit de nombreuses propositions. Elle joue dans Jane, où elle incarne la célèbre écrivaine Jane Austen, puis rejoint aussi le casting du film d'espionnage Max la menace. Tout semble se dérouler à merveille. Mais un simple appel téléphonique va bientôt faire basculer sa vie. Le soir du 23 juin 2008, Anne prend une grande inspiration et passe un coup de fil à Raffaello. À ce moment, il se trouve avec Mélanie, la responsable des relations publiques du groupe Folieri, dont il est le PDG. Il décroche et active le haut-parleur comme s'il voulait que Mélanie entende leur conversation. « Salut ma chérie, pourquoi tu m'appelles ?» Ce jour-là, Anne veut clarifier les choses et rompre avec Raffaello. Le couple s'est déjà séparé une première fois, 2 semaines auparavant. Mais c'était plus un break qu'une vraie rupture. Cette fois, Anne veut mettre un point final à leur relation. Sans se douter un seul instant des intentions de sa compagne, Raffaello commence à lui parler de sa fête d'anniversaire. « Pour mes 30 ans, je prévois de passer un beau séjour sur l'île de Capri, en Italie. J'aimerais vraiment que tu sois là. » Après un long silence, elle prononce ces mots avant de raccrocher. « Tu sais que je t'aime, pas vrai ? Je t'aimerai toujours. Tu le sais ?» Et à peine 6 heures plus tard, les agents du FBI débarquent chez Raffaello. Ils lui passent les menottes au poignet et l'emmènent au tribunal. Il s'avère que la vie de Raffaello n'est qu'un mensonge. Il prétend mener le rachat de biens du Vatican et lève des fonds auprès de plusieurs investisseurs. Mais en réalité, il n'a aucun lien avec le Saint-Siège. La plupart des évêques n'ont même jamais entendu parler de lui. Pour tromper les investisseurs, il paie 2 membres du clergé pour l'accompagner lors de ses déplacements. Il se fait prendre en photo avec eux et utilise des clichés pour faire sa pub. Raffaello a aussi menti sur sa fortune. Il prétendait avoir rencontré un immense succès avec son entreprise nommée Beauty Planet. Mais cette affaire n'a généré aucun bénéfice et a fait faillite en 2002. Il vit avec Anne dans un duplex à New York qu'il loue
pour 37 000 $ par mois. La réalité, c'est qu'il n'arrive plus à payer le loyer et se trouve sur le point de se faire expulser. Plusieurs fois, lors de dîners avec ses amis fortunés, il propose de régler l'addition. Quand sa carte est refusée, les autres payent à sa place, mais il ne les rembourse jamais. À ceux qui lui demandent de leur rendre l'argent, il prétend avoir fait le virement, mais prétexte un problème bancaire. Encore un mensonge de plus pour gagner du temps. Raffaello ne possède rien. Alors, pour lui, Anne est le plus beau des trophées. Grâce à la présence de cette star à ses côtés, les gens font confiance à Raffaello et lui confient encore plus d'argent. La première personne à sentir qu'il y a anguille sous roche, c'est le père d'Anne Hathaway, Gerald. Il engage un détective privé pour fouiller dans le passé de Raffaello. Dans les médias, des rumeurs commencent à circuler sur le fait que Raffaello soit un escroc. Mais Anne continue de croire en lui jusqu'au bout. Elle paie le loyer de leur duplex à sa place et balaie les soupçons des médias comme de simples mensonges. Finalement, elle n'a pas d'autre choix que de regarder la réalité en face. Certains médias prétendent qu'elle sait déjà toute la vérité au moment où elle passe ce dernier appel du 23 juin. On découvrira qu'elle avait passé cet appel pour collaborer avec le FBI dans le cadre de l'enquête. Le FBI arrête Raffaello sans difficulté et il est inculpé pour escroquerie, détournement de fonds et blanchiment d'argent. 5 chefs d'accusation pour blanchiment, 6 pour fraude électronique et 1 pour complicité de fraude organisée, soit un total de 12 crimes majeurs. Derrière les barreaux, Raffaello tente à 2 reprises d'appeler son ex-compagne, mais la star ne décroche pas. Son cauchemar ne fait d'ailleurs que commencer. Elle doit restituer les montres, boucles d'oreilles, bagues et bracelets offerts par Raffaello. Elle doit aussi quitter l'appartement où ils logeaient ensemble. Les tabloïds, quant à eux, s'appuient sur les cadeaux reçus par Anne, jet privé, vacances de luxe, pour la qualifier de petite amie d'escroc et publier des articles l'accusant de complicité. Du jour au lendemain, Anne a tout perdu. Heureusement, elle peut compter sur ses proches. Une amie accepte de l'héberger quand elle n'a nulle part où aller, et le public se rend compte qu'elle n'est en fait qu'une victime dans cette histoire. Anne décide d'arrêter de fumer. C'est le début d'une nouvelle ère pour elle et sa carrière d'actrice. I also gave up meat and fish and fun. Malheureusement pour Anne, elle se retrouve vite au cœur d'une polémique. Cette fois-ci, l'affaire n'a rien de criminel. Et pourtant, c'est à cette période qu'elle reçoit les critiques les plus violentes. Oh my gosh, you're all real! Wow. Anne monte sur scène pour animer la cérémonie des Oscars aux côtés de l'acteur James Franco. Mais dès le début de la cérémonie, quelque chose coince entre eux deux. Anne affiche un enthousiasme débordant, tandis que James semble totalement indifférent. À chaque réplique d'Anne, toujours très expressive, James lève les yeux au ciel et fait des commentaires sarcastiques, ce qui installe un certain malaise. Toute la cérémonie se déroule dans une ambiance particulièrement froide. So here we are and it's Hollywood's biggest night! And it's very exciting for both of us because we're both nominated. Aux Oscars, il arrive souvent que les présentateurs jouent volontairement sur une complicité taquine, mais l'atmosphère ce soir-là semble trop décalée pour qu'on y voit une simple mise en scène, et la polémique persiste bien après la fin de la soirée. L'opinion publique résume la situation ainsi. Quand le mec populaire qui s'en fout des cours fait un exposé avec la première de la classe, James ne fait aucun effort, et Anne en fait beaucoup trop. La plupart des critiques visent leur duo. Et James Franco n'arrange pas les choses. Interrogé sur la cérémonie, il répond « C'est parce qu'Anne est trop énergique ». À côté d'elle, même un diable de Tasmanie paraît calme. La polémique ne désemplit pas, et les détracteurs d'Anne en profitent pour l'accuser d'en faire trop et d'être excessivement zélé au point de mettre mal à l'aise son entourage. Dans la vraie vie, la relation entre les deux acteurs n'est pas mauvaise. Juste avant les Oscars, on les voit s'enlacer en interview, preuve de leur grande complicité. C'est sur scène que leur alchimie ne fonctionne pas. Mais le grand public ne s'intéresse pas aux détails des coulisses. Toutes les critiques se dirigent vers Anne, et c'est ainsi que la haine envers elle s'intensifie. À l'époque, Anne a déjà été prise pour jouer Catwoman dans le film de la saga Batman, The Dark Knight Rises. Pourtant, une partie du public lance une campagne pour exiger son éviction sous prétexte qu'elle est insupportable. Mais le réalisateur Christopher Nolan s'obstine à garder Anne pour ce rôle. Oops. Nobody told me it was uncrackable. Good night, Mr. Wayne. Elle incarne à la perfection le personnage de Catwoman. Plus la prestation d'Anne est bonne, plus ses détracteurs redoublent d'ardeur pour l'attaquer de toutes parts. Ils cherchent toujours la petite bête. La même année, Anne remporte l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans Les Misérables. Du pain béni pour ses détracteurs qui trouvent encore de quoi la critiquer. It came true. Thank you so much to the Academy for this. Dans son discours, Anne exprime surtout de la gratitude envers ses proches. Elle cite chacun de ses collaborateurs, de son partenaire Hugh Jackman jusqu'aux membres de l'équipe technique. Ce n'est que dans la dernière phrase qu'elle exprime une opinion. Here's hoping that someday in the not too distant future, the misfortunes of Fontaine will only be found in stories and never more in real life. Malgré la sobriété de son discours, les critiques fusent de toutes parts autour de 2 aspects précis. Le premier concerne le choix de sa robe. Une robe rose pâle qui souligne légèrement sa poitrine, ce qui lui vaut d'être accusée d'avoir choisi cette tenue uniquement pour attirer l'attention sur elle. Quand la polémique éclate, Anne explique qu'elle ne cherche pas à attirer les regards, mais qu'elle a dû changer de robe en catastrophe juste avant la cérémonie, sans avoir le temps de vérifier chaque détail de sa tenue. L'autre sujet de discorde, c'est son discours de remerciement. Les haters d'Anne Hathaway sont alors plus féroces que jamais. Elle est tellement fausse. Elle fait semblant d'être surprise à chaque fois, alors qu'elle sait très bien que son nom va être appelé. Elle nous a insultés,
Tout devient un motif de harcèlement et de critique. Cette haine viscérale menace de nuire gravement à sa carrière d'actrice. Bien qu'elle ait reçu un Oscar, les propositions de rôle se font de plus en plus rares. L'industrie du cinéma estime qu'il faut éviter de travailler avec Anne. Heureusement, le réalisateur Christopher Nolan, avec qui elle a déjà collaboré, lui propose un tout nouveau personnage à incarner. Il s'agit d'Amelia Brand dans le film Interstellar. Anne choisit de se dire que, puisqu'on la déteste de toute façon, il vaut mieux vivre sa vie en restant totalement authentique. Elle répond avec la plus grande sincérité lors de ses interviews, et l'opinion du public à son égard évolue de façon positive. Par exemple, concernant les critiques sur sa présentation des Oscars, elle reconnaît les faits avec beaucoup d'honnêteté. En me revoyant à l'écran, je comprends tout à fait. On aurait dit une pom-pom girl surexcitée. C'était excessif. Pour autant, elle ne tolère pas qu'on lui manque de respect. Lorsqu'un journaliste l'interroge de manière indiscrète sur son poids, Anne pose ses limites de façon ferme et élégante. How much weight have you lost to get into this shape right now? You did not just ask me that No, I'm just question. saying, you're like, What a forward whoa. young man you are. My goodness. L'homme qui l'aide à traverser ces périodes difficiles, c'est son mari, Adam Schulman. Ils se rencontrent pour la première fois au festival du film de Palm Springs, l'année même où Anne se sépare de Raffaello. Elle ne s'est pas encore remise du choc d'avoir été dupée par un terrible imposteur et plonge dans un profond désespoir. Elle pense ne plus jamais pouvoir faire confiance à personne, mais dès qu'elle voit Adam pour la première fois, elle a un étrange pressentiment. Elle se tourne vers son ami et lui dit « Je crois que je vais épouser cet homme ». Ce qui la séduit le plus chez Adam, c'est sa grande franchise. Malgré le traumatisme lié à sa précédente relation, elle décide de prendre son courage à deux mains face à Adam. « Je te fais confiance, parce que j'ai besoin de croire en toi. Ce qui m'est arrivé reste une exception et je veux croire que tout le monde n'est pas ainsi. Je veux croire que tu es quelqu'un de bien et que les autres le sont aussi. » Après cette déclaration, ils se mettent en couple et Adam, qui travaille comme créateur de bijoux, conçoit lui-même leur bague de fiançailles pour faire sa demande. En septembre 2012, exactement comme Anne l'a prédit, les deux tourtereaux se marient. Aujourd'hui, parents de 2 enfants, ils mènent une vie de famille à la fois discrète et solide. Leur couple affiche une telle complicité qu'une théorie de la réincarnation a même commencé à circuler sur Internet. Selon cette rumeur, le dramaturge William Shakespeare et sa femme, Anne Hathaway, se seraient réincarnés en Adam Schulman et Anne Hathaway. La légende raconte que Shakespeare aurait dit à sa femme « Dans notre prochaine vie, tu seras extrêmement célèbre ». Après leur mariage, ils se seraient fait la promesse suivante « Ne nous séparons plus jamais à l'avenir ». Et ils se seraient ainsi retrouvés environ 400 ans plus tard. La date de naissance d'Anne Hathaway correspondrait au 400e anniversaire de leur mariage, tandis que son mari, Adam Schulman, partagerait la même date de naissance que Shakespeare et lui ressemblerait de façon frappante. En regardant dans le détail, on remarque que la date de naissance de Shakespeare est estimée au 23 avril 1564, alors qu'Adam Schulman est né le 2 avril 1984. Il y a donc une différence de quelques semaines. De même, l'anniversaire de mariage de Shakespeare remonte au 27 novembre 1582 et Anne Hathaway est née le 12 novembre 1982. Les dates exactes ne coïncident donc pas parfaitement, mais parce qu'ils portent le même nom, dégagent la même aura et ont des dates proches, de nombreux internautes croient à cette théorie et soutiennent le couple d'Anne Hathaway pour cette raison. Alors qu'Anne semblait ainsi connaître un nouvel âge d'or dans sa vie, elle a récemment été la cible d'une vague de critiques. Cette fois-ci, c'est son visage visiblement transformé qui pose problème. Son visage, qui affichait pourtant des rides naturelles pendant un temps, a soudainement retrouvé un aspect lisse et ferme, comme si elle avait de nouveau 20 ans. Sur certaines communautés en ligne, les spéculations vont bon train, et beaucoup affirment qu'elle a subi un lifting complet. Sur les photos où ses cheveux sont tirés en arrière, certains affirment que l'on peut observer sur son front une cicatrice d'incision chirurgicale, continuant d'alimenter la polémique. Mais malgré les commentaires haineux, Anne Hathaway, qui a débuté sa carrière à l'âge de 16 ans, joue encore dans de nombreux films, même dans la quarantaine. Si elle a parfois vu des opportunités lui échapper à cause du désamour du public, le temps a fait son œuvre, et les gens ont fini par reconnaître son immense talent. En 2026, Anne Hathaway retrouve son public avec la suite du film Le diable s'habille en Prada, ainsi qu'avec L'Odyssée de Christopher Nolan. Dans le grand classique chinois, Propos sur la racine des légumes, on trouve cette réflexion. Ne laissez pas le jugement d'autrui dicter votre humeur. Quand je me trouve dans une position élevée, si les autres me portent au nu, c'est en fait à mes vêtements somptueux qu'ils rendent hommage. Et quand je suis au plus bas, s'ils me méprisent, c'est à mes habits de misère qu'ils adressent leur mépris. En fin de compte, le public échoue souvent à percevoir l'essence d'une personne et se contente de la juger sur de simples apparences. Il est donc inutile d'accorder trop d'importance à ces critiques superficielles. Exposée aux projecteurs des médias dès son plus jeune âge et soumise en permanence au jugement de la foule, Anne Hathaway s'est d'abord laissée déstabiliser par tous ces regards avant de parvenir à trouver son propre équilibre et à trouver la paix intérieure. Une vidéo 2. Bouquin malin. Livre présenté aujourd'hui. Propos sur la racine des légumes. Auteur. Hong Zicheng. I know that I'm well away from being a perfect guy.